et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. C'est aujourd'hui le Safer Internet Day et on va en parler beaucoup dans cette émission. On va en parler dans l'anti-sèche d'Amal Laoui, la façon dont l'actu se reflète dans les programmes. À l'heure de la récré, toujours avec Amal et sans transition, une petite séquence poulailler. La chronique du jour, le mardi, c'est cours particulier. On va apprendre avec Marie-Olivier que le Monopoly peut devenir un jeu très éducatif. Et puis pour nous accompagner pendant toute cette émission, Justine Atlan, c'est le sujet du grand oral, le Safer Internet Day. Alors je ne dis pas Safer Internet Day pour le plaisir de parler anglais, c'est la journée mondiale pour un Internet plus sûr et c'est une journée à destination des jeunes, de leurs familles, des professionnels de l'éducation et de la protection pour l'enfant. Si je le dis en anglais, c'est que c'est une initiative européenne qui est liée au programme Better Internet for Kids de la Commission européenne, programme aujourd'hui déployé dans 31 pays. En France, il est coordonné par Tralalaire qui regroupe 3 lignes d'action, dont le 3018, le numéro d'assistance opéré par l'association e-enfance, et Justine Atlan en est la directrice générale. Bonjour Justine. Bonjour. Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'histoire pour commencer. e-enfance est né en 2005, c'était un autre monde. Ça n'existait pas, je crois, ou à peine en 2005. Non, ça n'existait pas. Facebook, je crois que c'est 2010, j'aurais dû faire des anti-sèches. 2009, non mais tout à fait. C'était la préhistoire. Comment en 2005, vous vous dites, e-enfance, comme e-mail ou comme je ne sais quoi, comment vous dites qu'il va y avoir un problème ? C'est vrai que je crois que on a été assez précurseurs en 2005 de s'intéresser à ce problème-là et uniquement à ce problème parce qu'on ne s'occupe que de ça, en fait, des usages numériques des jeunes et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. À l'époque, il y a quand même eu Internet qui est né avant ces outils et on s'est rendu compte très vite que les enfants étaient très friands évidemment de ça, que les parents les mettaient assez facilement devant aussi et qu'ils étaient du coup exposés à des contenus qui n'étaient pas du tout faits pour les enfants et puis qu'il y avait c'est quand même le début de cette socialisation. On s'en souvient pas, mais c'était l'époque des MSN, tout le monde était sur MSN, on avait c'était la messagerie de Hotmail. Voilà, de Microsoft à l'époque. Il y avait les blogs. Skyblog était l'endroit, était le TikTok de l'époque. Enfin, voilà, donc il y avait quand même déjà pas mal d'interactions et on s'est dit que les jeunes avaient besoin d'être accompagnés et les parents aussi beaucoup. Et effectivement, sont nés en même temps. Et c'est ça qui a tout changé. L'iPhone, donc le smartphone, et Facebook, donc le réseau social. Et ces deux en même temps ont bouleversé, mais de façon fulgurante, les usages. Et là, c'est viral et exponentiel. Et voilà. Péril de l'Internet, donc. Pour autant, ce n'est pas forcément une zone de non-droit. Et ça, je crois que c'est au cœur de l'action d'e-enfance, cette notion de droit. Absolument. C'est vrai que nous, on est très... le droit, ça structure toute la société, nos rapports, nos interactions sociales, sur Internet aussi. C'est vrai que pendant longtemps, on a considéré qu'Internet était un peu un endroit spécial, à plein d'égards d'ailleurs, et notamment à celui-là. C'est vrai qu'on opposait le hors-ligne et en ligne. On opposait d'ailleurs un mot que moi je n'utilise jamais, qui était le virtuel, parce que du coup on l'opposait au réel, ce qui laissait à supposer qu'Internet n'était pas réel. Et donc on a laissé croire à beaucoup de gens qu'il n'y avait pas de règles et donc pas de loi et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait sur Internet. Et c'est vrai que ça aussi, c'est structurant d'apprendre aux enfants, mais aux adultes aussi, et ça suppose que tout le monde s'y mette, y compris les pouvoirs publics, d'appliquer la loi en ligne, de montrer que non, Internet, c'est une autre dimension de notre vie, une dimension supplémentaire qu'on rajoute, mais qui n'est absolument pas différente, et qu'on est tous responsables de ce qu'on y fait effectivement. Justine Atlan, un Internet plus sûr, les dangers sont multiples. Ils sont d'ailleurs listés sur le site de e-enfance. S'il fallait hiérarchiser, qu'est-ce qui vous semble le plus problématique aujourd'hui ? Peut-être pas un danger, mais 2 ou 3, qui posent des problèmes particuliers aux jeunes. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne les reconnaît pas sur Internet et que donc on ne peut pas les protéger. Savoir qu'ils sont jeunes. Et oui, et donc les jeunes, ils ont droit. Surtout qu'ils mentent parfois, les petits canailloux. Exactement, mais ça c'est normal quand on est jeune. Le problème. Comment ça c'est normal ? Effectivement, à l'adolescence, on essaye tout et on essaye de se faire passer pour ce qu'on n'est pas et c'est bien normal. Donc justement, le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer notre rôle de parents, d'adultes, de société, à qui on doit aux jeunes une protection supplémentaire, parfois moins de façon de faire les choses, moins de capacité, mais c'est pour leur bien. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on ne les reconnaît pas. Je dis les jeunes en général, ceci étant, quand on observe certains types d'agressions, de violences en ligne, les filles sont quand même clairement en première ligne. Alors oui, ça c'est lié d'abord à une société de l'image qui préexistait à Internet, mais qui a été largement renforcée par Internet et évidemment par les réseaux sociaux, où ce n'est que de l'image qu'on montre et qu'on expose. Et donc les réseaux sociaux sont un miroir de nos sociétés. C'est encore quand même beaucoup aux jeunes filles, aux jeunes femmes à qui on demande de montrer de l'image, qu'elles vont être critiquées là-dessus, elles vont être jugées sur leur apparence. Et donc les jeunes filles participent à ça malgré elles, parce que c'est comme ça qu'il faut effectivement qu'elles aient des comptes qui soient vus, qui soient likés, qui soient partagés. Et donc ça les expose aussi, ça les rend plus vulnérables. Et c'est vrai que le sexisme en ligne est très fort. On va continuer à en parler dans notre grand oral. Je le redis parce que vous déploriez que tout le monde ne le connaisse pas. Je vais le marteler, vous allez voir, pendant toute cette matinale. Le 3018, c'est la ligne nationale confidentielle et gratuite pour écouter et aider les victimes mineures de cyberharcèlement. C'est la ligne que vous gérez. Elle est joignable 6 jours sur 7, de 9h à 20h, via chat sur 3018.fr, sur Messenger
et sur WhatsApp. Je crois que j'ai rien oublié. On le redira Justine Atlan et on le redira après l'anti-sèche d'Amal Laoui. Anti-sèche qui porte sur le Safer Internet Day, cette journée mondiale pour un Internet plus sûr à destination des jeunes, des familles, des professionnels de l'éducation et de la protection de l'enfance, Amal. C'est ça, cette journée est donc l'occasion de sensibiliser les jeunes à des usages numériques positifs et responsables et d'aider les adultes à les accompagner dans leur vie numérique. Les usages numériques des jeunes inquiètent. Le temps devant les écrans est trop important. Selon une étude de l'INSEE, les enfants passeraient 1200 heures par an devant un écran. À titre de comparaison, ils passent 900 heures par an à l'école. Donc il y a un impact aussi sur la santé parce qu'au-delà d'une heure d'écran par jour, eh bien, il y a un risque d'obésité qui augmente de 30%. Ils sont exposés, ces enfants, à des contenus choquants, à des fake news, à du cyberharcèlement. Et donc de nombreux parents se sentent démunis pour protéger les enfants et leur donner les bons réflexes pour une vie numérique épanouie et sécurisée. D'ailleurs, 78% des parents pensent que leurs enfants passent trop de temps devant les écrans. Difficile de faire le tri avec la multiplication des contenus sur Internet, des sollicitations. Une fois encore, l'école est là, au moins en principe, au moins dans les programmes, pour aider les enfants à développer leur esprit critique. Oui, c'est ça, et le développement de l'esprit critique est au centre de la mission assignée au système éducatif français, présent dans de nombreux programmes d'enseignement. Eh bien, il est renforcé par l'attention désormais portée à l'EMI. L'EMI, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éducation aux médias et à l'information. Et le travail de l'information des élèves au décryptage de l'information, eh bien, il commence très tôt, dès le CM1, CM2. Et c'est dans le cadre de cette EMI, cette éducation aux médias et à l'information, qu'on va leur apprendre à faire le tri et à évaluer la fiabilité d'une source, par exemple, sur Internet. Oui, c'est ça. On va interroger les élèves sur la notion de fiabilité de l'information. Les nombreux résultats à la suite d'une recherche sur Internet obligent les élèves à effectuer un tri réfléchi et critique. On leur montre donc comment identifier les auteurs d'un site web lors d'une recherche, par exemple. On va leur donner les clés de lecture pour évaluer l'information et la sélectionner. L'objectif, c'est de faire repérer aux élèves plusieurs critères de fiabilité d'une information. L'autorité de la source, son but, son recoupement possible avec d'autres informations et la fiabilité du support sur lequel elle est publiée. Tout récemment, le 24 janvier dernier, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a d'ailleurs présenté de nouvelles initiatives en vue de la généralisation de cette EMI, cette éducation aux médias et à l'information. Oui, l'objectif, c'est de favoriser la généralisation de l'EMI à travers la mobilisation des enseignants de toutes les disciplines par l'éducation aux médias et à l'information. Eh bien, les élèves apprennent à devenir des citoyens responsables dans une société marquée, on l'a dit, par la multiplication et l'accélération des flux d'informations. Ils développent donc leur esprit critique et sont capables d'agir de manière éclairée pour chercher, recevoir, produire et diffuser des informations via des médias de plus en plus diversifiés. Merci Amal, ça c'est pour la théorie. Après il y a la pratique et je vois Justine sourire et c'est peut-être un sourire un petit peu crispé. Il y a quelques mois après le décès d'Alisha, qui avait 14 ans, c'était en mars dernier. Sur BFM, on vous a interrogé sur le rôle de l'école et là, votre visage s'est durci et vous avez dit « je suis très, très en colère ». L'êtes-vous toujours ? Si oui, pourquoi ? Je le suis un peu moins parce que l'émotion est passée. Mais oui, j'étais... d'abord parce que ce drame me met forcément en colère, hein, puisqu'on ne peut malheureusement plus rien faire. C'est l'impuissance qui met en colère. Ce qui m'a mis en colère, effectivement, ce jour-là, c'est que notre numéro existe depuis un certain temps. Le 3018. Voilà, et qu'on a la faculté, notamment, de pouvoir signaler directement aux réseaux sociaux tous les contenus dont peut être victime un jeune, et notamment des contenus typiquement de revenge porn, ce qu'on appelle grossièrement du revenge porn. Et que cette jeune fille, je me disais que si elle avait eu connaissance de ce numéro et qu'elle nous avait appelé, on aurait pu la rassurer, lui dire qu'on pouvait faire supprimer ces contenus qui circulaient sur elle. Je ne dis pas qu'on l'aurait sauvée, mais on aurait pu essayer. On aurait donné une chance de plus, voilà. disons. Donc en fait, quand rien n'existe, rien n'existe. Mais quand des moyens existent, des solutions existent, et c'est aussi ça qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut les rassurer. C'est vrai qu'on a beaucoup fantasmé sur le fait qu'on ne pouvait rien faire sur Internet. C'est pas vrai. Il y a plein de choses qu'on peut faire, heureusement. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore faire, mais on peut faire. Et donc il faut donner aux gens des solutions. Et ça, c'est très important. Et cette journée, elle sert à ça aussi. Cette journée, c'est le Safer Internet Day et on continue à en parler dans ce grand oral avec Justine Atlan. 30-18, oui, je vais le marteler. On dit souvent que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Alors parfois, on précise que c'est l'art de la répétition en répétant pas tout à fait de la même façon. Donc je vais essayer de changer de façon de le dire. Mais enfin, en gros, vous appelez le 30-18 s'il y a un problème. C'est le message. Qu'est-ce qui fait le plus défaut aujourd'hui en matière de prévention ? C'est du côté de l'école, on le disait il y a quelques instants, parce que bon, quand vous dites si cette jeune fille avait connu ce numéro, l'endroit où on est sûr que passent tous les adolescents, c'est l'école. Voilà, les familles peuvent être
différemment informés, on peut ne pas avoir de famille, enfin, il y a plein de cas de figure qui peuvent exister, mais l'école, on y va. Tout à fait, c'est le but de l'école d'ailleurs. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait le plus défaut aujourd'hui en matière d'information pour protéger les jeunes sur Internet ? Ce qui fait le plus défaut, en réalité, c'est sans doute le manque d'informations adressées aux parents. En fait, c'est là où on a tous une grosse difficulté, en fait, c'est de les toucher, parce que c'est vrai que les jeunes, ils sont obligés d'aller à l'école. Donc, effectivement, c'est un tuyau qu'on sait, qu'on maîtrise, qu'on a et qu'on peut être sûr qu'on leur envoie le message. Qu'ils le captent ou pas, c'est un autre sujet, mais voilà. Après, c'est vrai que là où on a un peu plus de mal, c'est les parents, et ça reste quand même un usage qui est initié à la maison, parce que qui achète un outil pour les enfants, ce sont leurs parents, qui équipent, qui payent les abonnements, etc. Donc, c'est eux qui ont aussi un rôle à jouer dans les messages à passer. Et ça, c'est vrai qu'ils sont un peu dans l'impuissance, les pauvres. Vous donnez un chiffre qui est quand même spectaculaire. 83% des adultes, je cite, reconnaissent ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants sur Internet et sur les réseaux sociaux. 83%, c'est considérable. Absolument, c'est énorme. Mais ça, c'est normal parce qu'on ne se représente que ce qu'on a déjà vu, vécu ou fait. Et les parents n'ont pas été adolescents avec le numérique et les réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas s'imaginer ce qu'un adolescent en 2022 fait sur Snapchat ou TikTok. En revanche, effectivement, on peut les aider à le faire. C'est-à-dire, on peut les aider à leur dire on va vous montrer ce qu'ils font, à quoi ça ressemble, et on va vous aider à vous positionner. Et puis, les rassurer sur le fait que même si ça ressemble à des choses un peu différentes, ça reste les mêmes comportements d'ados qui vont se faire dans le numérique mais qui se faisaient ailleurs, et que là-dessus, ils sont tout à fait compétents pour donner un cadre et des règles, et qu'il ne faut pas qu'ils soient braqués par l'outil. Et c'est vrai que les parents sont plus concentrés aujourd'hui sur le temps que passent, effectivement, vous l'avez tout à fait dit, leurs enfants sur Internet. Ça les énerve beaucoup, et c'est un sujet quasiment quotidien récurrent. En revanche, ce qui se passe à l'intérieur, ils ne le voient pas, donc soit ils sont un peu dans le déni, soit ça les angoisse beaucoup, mais sans trop savoir pour autant. L'âge charnière, c'est, on va dire, entre 10 et 12 ans, c'est l'entrée en 6e en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, le rituel de passage, c'est d'offrir un smartphone à son enfant à la rentrée en 6e, parce que c'est l'autonomie, la 6e, et que donc on lui donne ça pour qu'il puisse rester en lien. Le grand hiatus commence souvent à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le malentendu, c'est que les parents offrent un smartphone pour rester en lien avec leur enfant, et que l'enfant veut le smartphone pour rester en lien avec ses copains, et que donc le parent ne comprend pas pourquoi son enfant ne lui répond jamais à lui quand il appelle ou qu'il envoie un message, alors qu'à l'inverse, quand l'enfant est à la maison avec son smartphone, il passe son temps dessus et donc à répondre aux autres. Donc là, ça prouve qu'il est bien dessus, et le parent que le se dit, téléphone je me suis fait avoir. Voilà, et que la batterie n'est pas toujours vide. C'est ce truc complètement dingue. Qu'est-ce qu'on regarde d'ailleurs comme réseau ? Vous avez cité Snapchat, TikTok et Instagram aussi, c'est ça les trois grands réseaux stars. Voilà. Aujourd'hui, c'est surtout beaucoup TikTok, il faut le reconnaître, et Instagram. Quand on récupère un smartphone, mais c'est pareil pour l'ordinateur, le desktop qu'on peut avoir à la maison, la tablette, il y a des tas de logiciels, des systèmes de contrôle parental. Oui, alors. Est-ce qu'on les active suffisamment ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? C'est pas de la poudre aux yeux, le contrôle parental, il est vieux comme Internet. En fait, il existe depuis très longtemps. On a toujours eu beaucoup de mal à le pousser. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est pas toujours facile, effectivement, à installer. Ça demande de s'y mettre un peu, et les parents, à nouveau, ne comprennent pas forcément toujours très bien. En plus, c'est vrai que c'est limité dans les attentes. Il faut pas en attendre trop non plus. C'est très bien pour des enfants du primaire, parce que ça permet de pas être exposé à des contenus pornographiques, notamment, et autres, et de pas être en interaction avec des tiers. Mais c'est vrai qu'à partir de l'adolescence, ça bride quand même. C'est un faux Internet, en fait, qu'on vous propose, où on bride beaucoup. Et là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas très adapté à l'âge de l'adolescence. Donc, il faudrait peut-être mieux avoir moins de fausses promesses sur le contrôle parental, le réserver aux enfants. Ça, c'est vrai, et apprendre aux parents à l'équiper. Peut-être que les opérateurs devraient davantage le pousser aussi, ou l'embarquer plus facilement par défaut. Mais voilà, ça ne résout pas tous les problèmes. Opérateurs et plateformes, dont je vous demanderai dans quelques secondes s'ils font leur travail pleinement de protection des enfants, ce sera juste après la récré, une petite pause. Et pour la récré, on retrouve comme toujours Amal. Il n'y a pas que des dangers sur Internet, il y a aussi des choses rigolotes. Et c'est l'heure de la récré, et on rigole avec Amal. C'est ça, avec cette vidéo d'un papa qui filme son petit garçon avec des poules, et vous allez voir que ce petit garçon n'est pas vraiment rassuré. Regardez. Voilà, bravo. Tu te calmes. Très bien, tu te calmes. T'as vu ? T'as failli faire marche arrière, mais tu t'es repris. Très très bien. Vas-y. Merde. Quoi C'est pas bien de rire des enfants, ce pauvre. Voilà, moi, je suis sûr qu'il a eu très mal. Moi, en tant qu'ancien petit garçon, je peux vous dire, c'est très très douloureux. Je me suis reconnu. Oui, en tout cas, là, le contact avec la nature et les animaux n'est pas facile pour tout le monde. Peut-être que ce petit garçon aurait préféré rester sur sa tablette. En tout cas, il a été prouvé que les enfants s'épanouissent au contact des animaux. Et vous nous l'avez prouvé brièvement. Le rapport avec un chien ou avec un chat est bénéfique au développement psychique de l'enfant. 40% de la population mondiale, d'ailleurs, possède un animal
animal de compagnie, que ce soit un chien, un chat ou alors des volailles domestiques. Visiblement, celle-ci, elle n'était pas domestiquée. En tout cas, selon une étude, eh bien, les enfants qui sont en contact permanent avec des chiens développent moins de troubles respiratoires. Est-ce que vous le saviez ? Mais je l'ignorais totalement. Alors, je savais par contre, pour les personnes plus âgées, enfin, genre moi, quoi, et après, oui, que quand on a un chien, parce qu'on le promène. Et donc, ça nous oblige à sortir et on ne reste pas sur TikTok toute la journée. C'est ça, et voilà. ça protège aussi des allergies parce que les micro-organismes présents dans la peau et les poils des chiens déclenchent une réponse immunitaire en pénétrant dans l'organisme de l'enfant par les voies respiratoires et ils protègent l'enfant contre les agents pathogènes de l'asthme. 35% des enfants qui vivent en présence de chiens présentent moins de maladies telles que la toux ou la rhinite. Mais voilà, c'est pas mal. Assez extraordinaire. Ça responsabilise aussi le fait d'avoir des Oui, ça des responsabilise animaux. parce que du coup, on incite les enfants à prendre l'air, vous l'avez dit, à sortir les animaux. On fait des activités. Vous avez quand même failli dire à sortir leurs enfants. On est d'accord. Ouais, lapsus. C'est le lapsus du matin. Il est fait. Oui, donc ça permet donc faire aux des enfants activités physiques, de faire des activités physiques, de responsabiliser les enfants puisqu'on doit s'occuper d'un être vivant, on doit les nourrir. Donc voilà. Ça permet tout ça. Amal, la meilleure amie de tous les enfants qui voudraient un chien ou un chat à la maison et la pire ennemie de tous les parents qui n'en veulent pas. Merci beaucoup, Amal. Vous sembliez très concerné par cette chronique. C'était par politesse ou ça vous parle ? Non, je sais qu'effectivement... Ça a plein de vertus, c'est ça ? Exactement, les animaux domestiques ont plein de vertus pour les adultes et pour les enfants, effectivement, qui ont été énoncées. Et pas que les vidéos de petits chats sur Internet. Absolument. c'est vrai que c'était le chat, effectivement, le héros d'Internet pendant longtemps. Je crois qu'il a un peu diminué quand même. C'est vrai ? Oui. Mais c'est vrai qu'à une époque, il n'y avait que ça. Ouais, moi, je reste fan. Le 3018, c'est la ligne nationale confidentielle et gratuite pour écouter et aider les victimes mineures de cyberharcèlement. Elle est gérée par l'association e-Enfance, joignable 6 jours sur 7, de 9h à 20h via chat sur le 3018.fr et sur Messenger et WhatsApp. La directrice générale d'e-Enfance, c'est Justine Atlan. Et dans quelques secondes, c'est la suite de notre grand oral. Merci Amal pour la récré. Justine Atlan sur Internet, c'est pas seulement quand on est attaqué, quand on est cyberharcelé, quand on est victime de revenge porn. Les réseaux, dans leur fonctionnement même, constituent ou peuvent constituer des bulles absolument terribles. Oui, c'est la force et la puissance d'Internet dont on se sert pour des causes très vertueuses pour la planète ou pour la société. Donc, mais malheureusement, effectivement, si on injecte dans ce moteur ultra puissant des choses négatives, il ne va pas faire le tri, donc elle va aussi les diffuser de façon aussi terrible. Ça renvoie un peu à ce que disait Amal tout à l'heure sur l'esprit critique. C'est-à-dire que c'est là où vraiment il faut se dire à un moment donné, je me suis enfermé et l'algorithme a renforcé cet enfermement. Alors c'est vrai que c'est le problème, c'est que l'algorithme, effectivement, va vous reproposer ce que vous aimez. Donc, comme on aime tous des choses différentes, mais on va croire qu'Internet se réduit à notre monde, puisqu'on ne sait pas que l'algorithme nous pousse toujours la même chose. Donc, on pense qu'on voit tout, mais que tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on aime. Et en fait, voilà. Et donc, effectivement, ça vous enferme, et c'est là où c'est un peu la fausse promesse, puisqu'Internet est censé nous ouvrir. Or, les réseaux sociaux nous enferment. Donc, c'est vrai que c'est leur modèle. Le problème, c'est toujours pareil, c'est pourquoi pas ? C'est qu'il faut le savoir. Et le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes n'ont pas été éduqués à ça, ils n'ont pas conscience du monde dans lequel ils sont sur Internet, ils n'ont pas conscience de comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi aujourd'hui, y compris pour l'esprit critique, de leur apprendre comment fonctionne un algorithme, un réseau social, qu'ils comprennent où ils sont, comment ça se passe, et donc qu'ils fassent des choix beaucoup plus éclairés qu'ils ne le font aujourd'hui. Je n'ai pas oublié la question que je voulais vous poser. Est-ce que les plateformes jouent le jeu ? Est-ce que les plateformes, les jeunes sont le plus souvent, est-ce qu'elles font tout pour protéger les enfants ? Tout, non, certainement pas, parce que c'est pas leur priorité. Elles font le minimum, oui, parce qu'effectivement, elles n'ont pas trop le choix d'abord parce qu'il y a un cadre légal, encore une fois, contrairement à ce qu'on pense, qui leur impose un certain nombre de choses, qu'en plus de ça, quand même, les jeunes d'aujourd'hui, c'est leurs clients de demain, donc ils ont quand même intérêt à les soigner après correctement, ils ont intérêt à ce que les parents soient relativement en confiance quand leurs enfants sont sur leur plateforme, donc tout ça les pousse quand même à faire un peu attention, et puis ils n'ont évidemment pas du tout intérêt à ce qu'il y ait des drames sur leur plateforme, parce que c'est quand même des entreprises américaines, et le name and shame fonctionne très bien là-bas. Donc name and shame, c'est nommer et faire honte. Voilà, à une entreprise. Et puis, les consommateurs américains sont capables de blacklister, vraiment, de ne plus utiliser effectivement une marque ou quelque chose. De boycotter complètement. Voilà, et ça, c'est pas un fantasme, c'est une réalité là-bas. Donc, tout ça, effectivement, fait que... Et puis, bon, c'est pas non plus des monstres, ce sont des gens quand même civilisés, etc., qui ont, effectivement, pour certains, à cœur vraiment de protéger les mineurs. Donc, ils font des choses. Maintenant, c'est vrai que, comme pour d'autres sujets, d'ailleurs, pas que celui-là, il faut qu'ils aient une petite pression des pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen et des associations, mais comme la vôtre. Voilà, pour bouger. Il y a une règle mnémotechnique qui fonctionne extrêmement bien. Je crois qu'elle est du psychiatre Serge Tisseron. 3, 6, 9, 12. Oui. J'ai regardé parce que c'est des maths avec moi, table de 3.
me suis arrêté à 2. Mais donc 3, 6, 9, 12. Oui, 36912, en fait, effectivement, ça a été créé par Serge Tisseron pour donner des repères aux parents sur les âges à partir de lesquels on peut commencer à mettre un enfant devant des écrans. Il a commencé plutôt sur les jeux vidéo, en fait. C'était son approche au début. Et de dire, voilà, on peut commencer d'abord à s'exposer un petit peu, puis ensuite à à y aller tout seul, d'abord avec ses parents, puis tout seul, puis ensuite commencer à interagir à l'intérieur avec des tiers. Effectivement, et ça, c'est par étapes. C'est vrai que le problème aujourd'hui, c'est que Voilà, les ils parents n'avaient n'ont pas de télé repères. avant 3 ans, pas de console de jeux perso avant 6 Voilà. ans, pas d'Internet non accompagné avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans. Oui, alors bon, la règle des réseaux sociaux, C'est c'est 13, 13. normalement. Voilà, donc Voilà. alors ce qui est compliqué aujourd'hui pour les parents, et Mais il ça faut le sonnait moins reconnaître, bien, 3, 6, 9, 13. voilà, c'est qu'il y a beaucoup d'âges qui se mélangent et les parents comprennent plus rien. Donc ça, c'est aussi vraiment un enjeu, c'est d'essayer d'harmoniser ces âges-là, parce que là, honnêtement, je ne leur jette pas la pierre, c'est incompréhensible. En parlant de parents, on peut aussi donner l'exemple et limiter nous-mêmes notre temps d'écran. Parce que ça nous arrive de déjeuner quand même. Oui, alors c'est vrai que les ados... D'ailleurs, hein, si on sont- faisait un plan large, je sais pas, tout le monde monte là, regarde, tout le monde On là l'a quand tous, même. Sans, hein. bien sûr, on l'a tous, on ne s'en sépare pas. Non, effectivement, c'est vrai que ça, c'est ce que... D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup les ados. Ils disent, effectivement, en même temps, mes parents, ils sont tout le temps dessus. C'est vrai qu'on s'inquiète, d'ailleurs, dans le développement des enfants, du fait que les pauvres enfants, ils ont l'impression que le smartphone est beaucoup plus intéressant qu'eux. Et c'est quand même assez perturbant pour un enfant Et qui c'est se pas développe. sympa. Voilà, d'avoir l'impression que le téléphone est plus intéressant que soi-même dans le regard de ses parents. On joue évidemment beaucoup en ligne sur des jeux vidéo. On peut jouer sur des plateaux. Ça va être le sujet du cours particulier de Marie-Olivier dans quelques instants. Amal, merci beaucoup. Allez, vous pouvez vous remettre sur le téléphone. Cours particulier. Le sujet du cours particulier du jour, comment sensibiliser les enfants grâce aux jeux de société. Bonjour, Bonjour Emmanuel. Marie. Vous connaissez le Monopoly? Je connais le garçon est sorti, il connaît le Monopoly. Surtout à mon âge, je vous signale quand même. Il est décliné, ça existe depuis 85 ans d'ailleurs, il est décliné aujourd'hui sous de multiples formes, Monopoly Euro, Louvre, Le Roi Lion, Friends et même, j'ai vu ça récemment, Super Mario. Ces dernières semaines, un Monopoly un peu particulier est sorti, c'est l'Observatoire des inégalités qui l'a créé. Le Monopoly des inégalités vise à sensibiliser les jeunes dès 11 ans aux inégalités et aux discriminations. Je ne peux pas relever l'ironie du propos qu'un jeu qui est quand même à la gloire du grand capital serve à sensibiliser aux inégalités. Comment font-ils? Eh bien, c'est pas si absurde que ça, figurez-vous. Faisons un petit retour en arrière. Longtemps restée dans l'ombre, Elizabeth Magie est l'inventrice du Monopoly. C'est une américaine avant-gardiste de la fin du 19e siècle. Et elle était fermement opposée à l'appropriation des terres par certains grands propriétaires terriens. Pour elle, la terre, ça devait être en fait comme l'air, quelque chose qu'on respire et donc accessible bien à commun. tous. Tout à fait. Et donc, avec cette conviction-là, elle a décidé de créer un jeu de plateau qui s'appelle le Landlord's Game, donc ça veut dire le jeu du propriétaire en français. Merci de traduire. On fait beaucoup d'anglais dans la School TV. Bon, faut dire que ça s'appelle School TV aussi, mais bon. C'est vrai. Et dans sa version appelée Prospérité de ce jeu, chaque joueur gagnait des points quand un autre joueur achetait un terrain. Donc c'est une version qui est beaucoup plus collaborative, qui n'a rien à voir avec la version du Monopoly qu'on connaît aujourd'hui. Et Elisabeth doit se retourner dans sa tombe quand elle voit la version actuelle du Monopoly. Effectivement, c'est le message inverse qui passe dans la version actuelle. Quand on achète des terrains et quelqu'un passe sur notre payer. terrain, on doit payer. Et surtout, pour gagner, il faut que tout le monde soit réuni à côté. Finalement, c'est le Monopoly des inégalités qui fait renaître l'esprit du Landlord's Game d'Elisabeth, finalement. Et donc, c'est un jeu de société dans les deux sens du terme, le Monopoly des inégalités, puisqu'il met en avant les discriminations et les inégalités de notre société aujourd'hui. Par exemple, si vous avez une carte homme blanc, vous partez avec un patrimoine. C'est-à-dire que vous allez partir avec des terrains d'avance sur les autres dans le jeu. Si vous êtes une femme, quand vous passez Le par la privilège case blanc, départ... dirait Tout à un fait. certain nombre de chercheuses Si vous êtes une femme, et de chercheurs. quand vous passez par la case départ, vous touchez moins d'argent que les autres, que les hommes. Ce qui est une réalité salariale Tout à constante fait. dans notre pays et dans bien des pays. Exactement. Et par exemple, si vous êtes handicapé, il y a certaines gares que vous pouvez juste pas utiliser, en fait. Oui. Ou station de métro, les Parisiens Par sont au exemple. courant. Tout à fait. Donc c'est des règles qui sont totalement injustes, mais qui au fond sont des règles avec lesquelles on vit. Totalement. Et quand on explique les règles aux enfants, alors on voit dans les vidéos de démonstration des gens, les enfants qui sont là, mais ça se fait pas, c'est injuste, pourquoi, etc. Et donc c'est vraiment le but. Donc ces règles reflètent bien les rouages finalement de notre société. Et le but, c'est de sensibiliser les jeunes et aux inégalités et par la même occasion aux discriminations. Et toutes les règles s'appuient sur des données nationales qui sont chiffrées. Et c'est donc un véritable outil pédagogique, même plus qu'un jeu. Alors comment on peut y jouer à ce Monopoly des inégalités? Il n'est pas en vente dans les grandes surfaces.
Alors, non, on en est au tout début, mais une quarantaine d'ateliers ont déjà eu lieu dans des écoles à Paris. Et il y a un kit pédagogique qui est mis en place pour les accompagnateurs et les enseignants. Donc, il y a certaines règles. Par exemple, on évite qu'un enfant ait une carte qui soit trop proche de son profil social ou son profil de manière générale pour éviter toute stigmatisation et qu'il se mette vraiment à la place de quelqu'un d'autre. Donc, le but, c'est d'explorer les inégalités, de faire réfléchir au concept d'égalité des chances, de racisme, de sexisme, et tout cela sans fatalisme, et en les invitant à déconstruire des règles qui sont bien ancrées dans la société. Une manière donc ludique d'aborder des sujets extrêmement sensibles. Tout à fait. Ce Monopoly permet aux jeunes d'aborder des questions sociétales, voire graves, mais de manière ludique, en rendant les statistiques et les théories très concrètes. Dans la vidéo de présentation du Monopoly, Alassane, élève de 3e dans un collège à Paris, dit que ça génère de l'empathie. Je le cite, « Les gens qui sont riches peuvent comprendre la situation dans laquelle les gens qui sont pauvres à l'école se trouvent. Cela montre que la vie n'est pas aussi facile pour tout le monde. » Alors c'est un jeu naissant. Est-ce qu'on a déjà une première idée de l'impact qu'il peut avoir auprès typiquement des élèves qui y ont joué? A priori, oui, on n'a pas encore de données, évidemment, mais les jeunes, apparemment, dans les ateliers qui ont été menés, oublient qu'ils parlent de sujets graves ou sensibles et se laissent porter par leur personnage. Et en fait, c'est quand ils réagissent violemment à ces règles injustes que l'animateur peut lancer un débat dans la classe. Merci beaucoup, Marie. Formidable, ce Monopoly des inégalités. Justine Atlan, alors vous, les jeux dont on parle dans le cadre du Safer Internet Day et ceux pour lesquels il peut y avoir des problèmes, c'est les jeux vidéo. Ça peut être, c'est pas que amusant un jeu vidéo en ligne en fait. C'est très amusant quand même. Honnêtement, je pense Oui, que... j'ai dit c'est pas que amusant. Voilà, après, mais le problème des jeux vidéo, essentiellement, n'est pas tellement leur contenu, quand même, soyons honnêtes, c'est le temps passé. En fait, le problème du jeu vidéo, c'est c'est des jeux immersifs, collaboratif, donc ça c'est très bien. Simplement, on perd un peu le sens des réalités quand on est dedans, on perd le sens du temps, ce qui est d'ailleurs le cas sur Internet en général, mais encore plus là-dedans. Et ça, c'est vrai que on ne se rend pas compte du temps qu'on a passé et que les parents qui sont confrontés à ça ne savent absolument pas comment intervenir parce que comme ils ne connaissent pas les jeux vidéo, ils ne savent pas quand leur enfant leur dit « mais je ne peux pas m'arrêter là si c'est vrai ou pas ». Et ils ne savent pas effectivement quand ils disent à leur enfant « bah oui, tu peux jouer si ça va durer une demi-heure, 3 heures ». Or effectivement, selon les jeux, ça peut durer 3 heures parce que si on part dans une guilde à je ne sais combien qui sont partout dans le monde, en même temps que vous ne pouvez pas les planter en plein milieu parce que c'est comme, on explique aux parents, c'est comme quitter un match et sortir d'un match de foot en plein milieu. C'est juste pas possible. Et c'est comme arrêter une partie de Pro Evolution Soccer en plein milieu. Voilà. Je peux pas, je te jure, je peux. Pardon, excusez-moi. Et ben c'est exactement, voilà, c'est exactement ça. Mais le parent ne se le reprend pas parce qu'il voit son enfant seul. C'est pas que les parents qui ont ce genre de problème. Voilà. Et donc oui, sauf que c'est eux normalement qui gèrent. Ils sont censés éduquer. En tout cas, qui gèrent cette espèce d'excès d'activité de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment un besoin d'information, mais aussi pour réhabiliter le jeu vidéo, parce qu'il faut vraiment que les parents cessent d'avoir ce regard très dénigrant sur les jeux vidéo, alors que ça on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, ça donne beaucoup de compétences. Il y a des enfants qui sont pas bien à l'école et qui s'épanouissent énormément dans les jeux vidéo. Enfin, ça a vraiment des vertus très fortes. Et donc, il faut soutenir. Justine Atlan, c'est un peu la morale de l'histoire, de toute façon. C'est il faut de la... Enfin, en dehors des situations de crise, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut de la raison, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se rappeler, on a ouvert l'émission là-dessus, se rappeler qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Il y a des règles. Il y a des règles qui peuvent être imposées par les parents, par l'école. Il y a des règles qui peuvent être posées par la loi quand quelqu'un vient l'enfreindre. Oui, mais on revient au centre de tout ce qu'on a dit depuis le début et qui est le sens aussi de notre chaîne, c'est la pédagogie, la connaissance. La pédagogie, la connaissance. Ça rend libre parce qu'on maîtrise mieux effectivement ce qu'on fait. Merci beaucoup. Marie, merci beaucoup. Il faudrait retrouver un exemplaire du Landless Game, ce jeu historique pour y jouer. Je crois que c'était des Quakers en fait, qui avaient inventé ça, toute une philosophie. Le jeu a bien changé aux États-Unis. Les États-Unis aussi depuis cette époque. Donc comme quoi, c'est aussi un miroir de notre société. Le 3018, merci, vous êtes directrice générale. Le 3018, c'est la ligne nationale confidentielle et gratuite pour écouter et aider les victimes mineures de cyberharcèlement. Elle est gérée par l'association e-Enfance, joignable 6 jours sur 7, 9h, 20h. 3018.fr, Messenger, WhatsApp, et puis on va beaucoup en parler aujourd'hui, c'est le Internet Safer Day dans beaucoup de pays. Merci beaucoup, c'est la fin de cette quotidienne, mais évidemment vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet.